Bien, bonjour. Donc, nous allons aborder la troisième partie du cours de cette année. Vous vous souvenez que les deux premiers cours ont porté sur les anticorps monoclonaux, les deux suivants sur la thérapie génique, et celui-ci, c'est-à-dire aujourd'hui et la semaine prochaine, je vous parlerai de thérapie cellulaire, donc par définition des traitements de maladies avec des cellules. À vrai dire, la thérapie cellulaire peut être associée à la thérapie génique, sans le formaliser explicitement. J'en ai déjà parlé la dernière fois et je vais vous en reparler cette fois-ci. Vous verrez tout à l'heure ou la semaine prochaine qu'il y a quelques exemples de thérapie cellulaire qui mêlent les cellules et les gènes, ce qui est relativement logique. Si on veut discuter de thérapie cellulaire, on va être amené à faire des détours par les cellules souches. C'est une grande partie, pas à l'exclusivité comme vous le verrez au début, mais une grande partie des thérapies cellulaires qui sont aujourd'hui envisagées ou dans une certaine mesure déjà pratiquées dans un certain domaine consiste à utiliser des cellules souches. Donc il est important que vous saisissiez bien, un, ce que sont des cellules souches, deux, que vous ayez un certain nombre de notions sur la biologie des cellules souches. Et vous allez voir qu'il y a des choses qui sont assez classiques, mais des notions relativement nouvelles et intéressantes qui d'ailleurs en soi sont porteuses de promesses, même s'il faut être prudent avec les promesses, mais porteuses de promesses dans le domaine d'application thérapeutique. Donc ce dont on va parler est indiqué sur cette diapositive qui vous indique le plan de l'ensemble des cours d'aujourd'hui et de mardi prochain. On va faire un peu d'histoire sur les cellules et la façon d'utiliser en médecine des cellules. Vous verrez que ce n'est pas tout à fait nouveau. On va parler, comme je viens de vous le dire, de cellules souches, des différents types de cellules souches, le concept de plasticité, donc comment les cellules peuvent se modifier dans leur comportement, redevenir des cellules souches, comment on peut générer des cellules souches et comment on peut envisager, puisque ce n'est pas encore fait en médecine, d'appliquer toutes ces connaissances à la médecine, donc avec en gros deux types, vous verrez ça, deux types de cellules que l'on peut utiliser en thérapie cellulaire, les cellules souches, soit les cellules souches induites, qu'on appelle, on va en parler abondamment, les cellules souches pluripotentes induites, IPS en anglais, I pour induced, P pour pluripotent, S pour souche, donc cellules pluripotentes induites, mais aussi un concept qui est assez même très intéressant, qui concerne les thérapeutiques fondées sur des modifications cellulaires par ce qu'on appelle transdifférenciation ou dédifférenciation, je vous expliquerai ce que c'est. Toutes pratiques qui peuvent être menées in vitro ou in vivo. Et puis aussi, à la fin, si on a le temps, on évoquera, même si c'est au-delà de la science, des aspects assez pratiques. C'est l'avenir si on veut réfléchir à utiliser les thérapies cellulaires, effectivement, il va falloir produire ces cellules dans des conditions adéquates pour traiter les malades. Et comme vous le verrez, ce n'est pas une mince affaire. Donc c'est ce que j'ai appelé la manufacture. L'histoire des thérapies cellulaires, ça commence il y a 100 ans, 101 ans. 1914, c'est le début de la transfusion sanguine. Si vous réfléchissez 2 secondes, la transfusion sanguine, c'est de la thérapie cellulaire. Dans le sang, il y a des globules rouges, blancs, plaquettes, essentiellement, évidemment, comme vous le savez, les globules rouges qui sont utilisés en transfusion sanguine, mais on utilise les plaquettes également aujourd'hui. Donc on a commencé à transfuser en fait, au début de la Première Guerre mondiale, 1914, première thérapie cellulaire. Et c'est le moment aussi où ont émergé la connaissance des groupes sanguins, évidemment, connaissance indispensable à la transfusion sanguine, puisque vous savez que c'est pratique des transfusions incompatibles pour les antigènes majeurs des érythrocytes, des globules rouges, ABO. On crée des accidents d'incompatibilité, l'hémolyse des globules rouges, des accidents rénaux, etc. etc. Et ces travaux d'identification des groupes sanguins, donc tout le monde sait que si on est A, B, AB ou O, ça c'est une connaissance de chacun, plus les groupes Rhésus, qui définissent vraiment les antigènes qui peuvent poser problème dans le domaine de la transfusion sanguine, donc pour lequel la compatibilité est requise, avec des exceptions, dont ce n'est pas le sujet du jour, doivent beaucoup à un chercheur qui s'appelle M. Landsteiner. Donc cette affaire-là a 100 ans, et comme vous le savez, la transfusion sanguine, donc la thérapie cellulaire de tous les jours à laquelle on ne pense plus, sauf qu'elle est majeure et qu'elle sauve des vies tous les jours dans le monde entier. Et évidemment, derrière la transfusion sanguine, il y a toute une organisation extrêmement complexe qui n'est pas l'objet de ce cours, mais il est bon de se rappeler que la thérapie cellulaire a débuté avec la transfusion sanguine et se poursuit avec la transfusion sanguine et ses différents éléments sanguins. Une composante importante intervient 50 ans plus tard, schématiquement, c'est 1968. Ce sont les premiers succès, il y en avait déjà eu des tentatives avant, mais les premiers succès de quelque chose dont j'ai déjà dit un mot, de greffe de moelle osseuse. En fait, quand on parle de moelle, vous savez que la moelle osseuse, c'est l'endroit où sont fabriquées les cellules du sang, donc on est toujours dans le système sanguin, mais dans la moelle osseuse, il y a les cellules souches, on va en reparler tout à l'heure, des cellules souches qui donnent naissance à toutes les cellules sanguines, les globules rouges, les globules blancs, les plaquettes.
Donc on a commencé à faire des autogreffes, mais surtout des allogreffes, c'est-à-dire des greffes à partir de quelqu'un en bonne santé pour traiter des maladies de la moelle osseuse, soit des maladies génétiques, soit des maladies acquises comme des leucémies. Tout ça date, enfin les premiers succès c'est 1968, et cela doit beaucoup là aussi à l'identification de groupes tissulaires antigéniques qui régissent les compatibilités et qui font que ces greffes sont possibles ou échouent. Et ce sont les fameux groupes d'histocompatibilité HLA pour lesquels Jean Dosset, qui a été professeur ici, et prix Nobel par ailleurs, a joué un rôle majeur dans leur identification. Se situant un peu après 1968, la fin des années 70, et également l'utilisation des cellules souches qui sont dans le cordon ombilical, donc dans le cordon du nouveau-né. Il y a beaucoup de cellules souches qui ensuite sont dans la moelle osseuse, qui circulent, et ces cellules sont très intéressantes aussi, enfin relativement intéressantes, pour faire des greffes. Donc c'est aussi un facteur de thérapie cellulaire qui est utilisé abondamment, enfin en tous les cas, plus les greffes de moelle osseuse que les greffes de cordon, mais dans le principe de greffe des cellules souches hématopoïétiques, il y a actuellement des dizaines de milliers de greffes qui sont effectuées chaque année pour traiter toute une série de maladies, encore une fois, cancéreuses et génétiques. Donc tout ça est de la thérapie cellulaire qui existe aujourd'hui dans la pratique médicale. C'est aussi à peu près la même période, le début des greffes de peau, qui sont essentiellement des autogreffes. Les allogreffes marchent difficilement. Les greffes de peau, des greffes d'épiderme, pour permettre à des grands brûlés de survivre. On cultive au laboratoire des fragments d'épiderme prélevés. On peut faire se diviser les cellules souches des kératinocytes, c'est-à-dire les cellules de l'épiderme, et obtenir des grands lambeaux de peau qui peuvent être greffés et ainsi protéger ces brûlés et sauver beaucoup de vies. Donc c'est une autogreffe dans ce cas-là. Dans les années 90, on a commencé à faire des greffes de cellules de cartilage pour réparer des lésions des cartilages, notamment des lésions traumatiques dans les articulations. Ce n'est pas quelque chose d'aussi intéressant sur le plan thérapeutique, mais ça existe. C'est une forme de thérapie cellulaire qui est pratiquée essentiellement sous forme d'autogreffe. Et puis, je vais vous en dire un mot. En fait, j'en ai déjà parlé un tout petit peu les cours précédents. Il y a en 1998, donc on se rapproche de la période actuelle, il y a un peu plus de 15 ans, on a commencé à faire l'immunothérapie avec des lymphocytes pour T, ou éventuellement des lymphocytes NK, pour transférer des propriétés de ces cellules immunes, essentiellement pour combattre des cancers ou des infections virales. Je vais vous en dire un tout petit mot, faire un point de ce que l'on peut faire aujourd'hui. Évidemment, là, on n'est pas dans le domaine des cellules souches, mais c'est aussi une thérapie cellulaire donc, qui est dans la pratique actuelle, même si elle est encore essentiellement effort de recherche. Et pour finir, mais entre parenthèses, parce qu'aujourd'hui, ce n'est vraiment pas un résultat qui, sur le plan médical, est significatif, mais qui symboliquement est important. 2014, donc l'année dernière, la première greffe de cellules issues de cellules souches induites pluripotentes, dont je vais vous reparler beaucoup, c'est-à-dire de cellules souches qu'on a générées au laboratoire et qu'on a différenciées en cellules de la rétine et greffées dans la rétine pour essayer de traiter les maladies génétiques de la rétine. À la fois, c'est, je dirais, symboliquement important, j'en dirai un mot, soit aujourd'hui, soit la semaine prochaine, on verra, parce que c'est la première fois qu'on a utilisé chez l'homme des cellules issues de cellules souches induites pluripotentes, mais en même temps, je l'ai mis entre parenthèses parce que la probabilité que ceci soit un succès est à peu près nulle, dans la mesure qu'il faudrait que ces cellules arrivent à se connecter au réseau de neurones, et je pense qu'au stade des connaissances où nous en sommes, c'est assez peu probable. Voilà pour un cours historique de la thérapie cellulaire, juste pour dire quand même qu'il ne faut pas oublier, même si on a, et à juste titre, le sentiment que la thérapie cellulaire est une perspective et non pas une réalité d'aujourd'hui, c'est quand même dans certains cas, et de façon majeure dans le domaine du système sanguin, une réalité à travers la transfusion sanguine, ça c'est extrêmement courant, et la greffe de moelle osseuse qui est employée abondamment depuis bientôt 50 ans. Un mot sur l'immunothérapie avant de s'attaquer à discuter en long, en large, en travers les cellules souches. Je pense que ça vaut la peine de faire un petit point, que vous ayez une idée de ce qui se passe, juste résumé en 2-3 diapositives, et qui vous schématise à partir d'une revue récente les différentes stratégies qui peuvent être utilisées pour essayer de traiter des cancers avec des lymphocytes, autrement dit, générer une réponse immunitaire qui permet de combattre un cancer. On en a déjà parlé la dernière fois, où il y a 2 cours, je ne me souviens plus, peu importe. Vous avez ici 2 façons de faire qui ont déjà été mises en pratique ou qui sont testées. Donc vous avez un patient cancéreux ici, donc à partir de son sang, par aphérèse, donc par prélèvement des cellules sanguines, où on fait le tri entre les globules et le plasma et les globules rouges qu'on va réinjecter au malade, on va garder que les globules blancs. Donc on peut obtenir des lymphocytes, donc dedans il y a des lymphocytes qu'on peut activer de façon spécifique ou non spécifique. On peut faire une thérapie génique, on en a parlé la dernière fois avec les CAR, rappelez-vous, les chimeric antigen receptors, donc qui permettent
de mettre à la surface des cellules des molécules qui vont reconnaître la cellule cancéreuse, de façon certains types de cellules cancéreuses, et les réinjecter aux malades. C'est une première stratégie, et ceci combine donc thérapie cellulaire et génique, puisqu'on prend les lymphocytes du patient, on les modifie pour leur conférer une nouvelle propriété, a priori capable de combattre un cancer. On peut aussi carrément y transférer un système plus complexe de récepteurs T reconnaissant un antigène tumoral avec la même idée. Une autre stratégie qui a déjà été mise en place depuis plus longtemps, qui est un peu plus complexe, a priori assez logique, c'est à partir d'un tissu tumoral, donc le chirurgien aura ôté, mettons dans cet exemple ici, on a l'impression que c'est un cancer du foie, mais peu importe. Donc dans la tumeur, dans certaines tumeurs, il y a des lymphocytes T qui essayent de lutter, évidemment pas avec une efficacité suffisante, mais une certaine efficacité contre la tumeur, donc qui reconnaissent les antigènes de la tumeur. Donc c'est ce qu'on appelle les lymphocytes T intratumoraux, et en anglais des TIL, les Tumor Infiltrating Lymphocytes. Donc on peut les isoler de la tumeur, les activer, les expandre, donc en obtenir un grand nombre au laboratoire, et les réinjecter aux malades, avec l'espoir que ceci aura un bénéfice, puisqu'on va amplifier artificiellement au laboratoire une réponse immunitaire que le patient avait développée spontanément. Ceci a été testé déjà depuis plus d'une dizaine d'années avec des résultats, il faut en convenir, relativement modestes. Mais ça reste une approche possible. Et si on va dans l'avenir, alors là, on n'est pas dans la science-fiction, on n'est pas très très loin, mais je pense que ceci va se développer. On peut imaginer de faire une thérapie cellulaire, on va stocker des cellules au congélateur et les utiliser à façon. Donc un nouveau prélèvement de lymphocytes du patient. Et on va faire deux choses. On va faire une double thérapie génique négative et une thérapie génique positive. Je m'explique. Négative, c'est qu'on va inhiber l'expression du propre récepteur pour l'antigène des lymphocytes T. On peut inactiver ces gènes en utilisant les systèmes de recombinase dont je vous ai dit un mot. Donc il n'y a plus du lymphocyte T, du récepteur T qui nous embête. On va avoir un système complètement propre. Et à la place, on va induire l'expression d'un autre récepteur, qui peut être chimérique ou un récepteur physiologique, contre un antigène tumoral, expande ces cellules, et ensuite, dans la mesure où ce sont des cellules qui sont relativement neutralisées en termes de capacité propre de reconnaissance, elles ont juste cette reconnaissance antitumorale, on peut imaginer de les utiliser chez différents individus comme une espèce de cellule standard anticancéreuse. Une autre approche, encore plus sophistiquée à l'avenir, probable, c'est qu'à partir de la tumeur, mettons qu'elle a l'air d'être toujours dans le foie, dans l'exemple qui est ici, c'est d'avoir le mutanome. C'est du jargon évidemment. Qu'est-ce que c'est qu'un mutanome? C'est de séquencer le génome de ce cancer, d'identifier toutes les mutations, et il y a des centaines de mutations dans un cancer par rapport à l'équivalent de la cellule normale, et à partir de ces mutations, d'identifier, ceci est faisable par technique informatique, des néo-antigènes, c'est-à-dire de nouvelles séquences qui sont propres à la tumeur et pas exprimées par les autres cellules de l'individu, qui sont susceptibles d'être reconnues par les lymphocytes T, et donc de générer une réponse immunitaire. Donc artificiellement, à partir de on peut exprimer le mutanome dans des cellules présentant l'antigène, générer des lymphocytes T reconnaissant ces néo-antigènes, comme c'est marqué ici, les expandre en quantité et les réinjecter aux malades. Donc c'est un effort assez titanesque, mais il y a des efforts de recherche qui vont dans ce sens. Donc, vous voyez à travers les deux diapositives, 4 à 5, ça dépend comment on compte, 4 à 5 stratégies différentes qui sont toutes de la thérapie cellulaire sous forme d'immunothérapie à partir des lymphocytes T pour combattre des tumeurs, certaines qui ont déjà été testées, certaines qui n'ont pas encore été testées, mais qui sont susceptibles de développement intéressant en termes d'une thérapie cellulaire qui n'est pas une thérapie cellulaire avec des cellules souches. Donc je vous en ai dit un mot justement pour dire que toutes les thérapies cellulaires ne sont pas fondées sur l'utilisation des cellules souches, même si tout ce que je vais vous raconter maintenant, à partir de maintenant, ce soir et mardi prochain, concerne la connaissance et l'éventuelle utilisation de cellules souches en thérapeutique. Donc je referme ce chapitre de l'immunothérapie, mais néanmoins, vous voyez qu'il y a là des approches potentiellement intéressantes pour l'avenir de traitement. On arrive aux cellules souches. Donc si on discute de cellules souches, il faut qu'il soit clair pour vous ce que sont les cellules souches, quelles sont les propriétés des cellules souches et en grande ligne comment ça fonctionne. Les cellules souches sont présentes dans tous les tissus, contrairement à ce qu'on imagine parfois. Et la propriété fondamentale des cellules souches, qui est dessinée ici, c'est la notion de division asymétrique et d'autorenouvellement. Donc le principe est extrêmement simple, mais la biologie sous-jacente est complexe.
Vous avez ici une cellule qui, lorsqu'elle se divise, donne naissance à une cellule identique, qui est une cellule souche. Donc une cellule souche donne une cellule souche, l'auto-renouvellement. Et une autre cellule qui, elle, ne va pas être identique et qui va à la fois se diviser et se différencier, donc schématisé ici par ces cellules orange-jaune, un noyau jaune-orange. Vous voyez bien que là, la nature de ces deux cellules est différente, et pourtant, elles sont originaires d'une première division cellulaire de cette cellule souche. Donc c'est une division asymétrique, puisque les deux cellules filles ont des fonctions différentes. Donc, ce qui veut dire qu'elles ne se partagent pas de façon égale le contenu des protéines dans le cytoplasme, etc. etc. La biologie fondamentale de la compréhension de ces mécanismes de division asymétrique est assez complexe. Mais elle est absolument intrinsèque à la notion de cellule souche, puisque vous comprenez facilement sur ce principe qu'en théorie du moins, un être vivant, et c'est vrai dans toutes les espèces existantes, chez tous les êtres vivants, le stock de cellules souches est constant au cours de la vie, sauf si cette cellule meurt, ce qui peut arriver, mais en général ce n'est pas le cas. C'est-à-dire que chaque division reproduit le stock de cellules souches, donc, ce qui permet de générer tout le long de la vie des cellules de différents tissus. Simplement, nos différents tissus n'utilisent pas de la même façon les cellules souches, en ont plus ou moins, et donc c'est ce qui est indiqué ici. Le rythme de renouvellement des cellules est très différent, comme vous le savez certainement déjà, et donc il y a plus ou moins de cellules souches dans les organes. Il y a, sans être exhaustif, 3 tissus donc, qui contiennent beaucoup de cellules souches et qui sont relativement beaucoup de cellules souches, et qui sont des tissus soumis à un renouvellement rapide, que sont l'intestin. Par l'intestin, je pense à l'épithélium qui recouvre l'intestin, qui se renouvelle en quelques jours. On verra des images tout à l'heure. La moelle osseuse, donc la fabrication des globules rouges, des globules blancs, des plaquettes est un processus continu. Donc, il y a énormément d'utilisation de division asymétrique de cellules souches pour obtenir tous les globules rouges, les globules blancs et les plaquettes nécessaires. Et le renouvellement de la peau, l'épithélium, les kératinocytes, dont j'ai déjà dit un mot, ce sont 3 tissus à division rapide et qui ont un stock de cellules souches relativement important. Et pour le reste, par contre, il y a peu de cellules souches. Il y a jusqu'à quelques 10-20 ans, on pensait même qu'il n'y avait pas de cellules souches du tout, mais on sait aujourd'hui qu'on peut en trouver. Des cellules souches, il y en a dans le foie, qui peut être capable de générer des hépatocytes, des cellules du foie, dans le pancréas, le poumon, l'épithélium rénal, mais il y en a peu, et le renouvellement de ces tissus est extrêmement lent. Il s'accélère en situation de lésion, mais on verra que sont mis en jeu des mécanismes de régénération cellulaire qui ne sont pas strictement liés uniquement à ce phénomène. Et puis il y a la situation minimale, mais pas absolument nulle, qui est le cerveau, dans le système nerveux central, le cerveau. Il y a quelques endroits dans une région qui s'appelle l'hippocampe, on peut trouver quelques cellules souches, il y en a extrêmement peu. Et en gros, les neurones ne se renouvellent pas. Au cours de sa vie, de notre vie, nous perdons en permanence des neurones, ce qui n'est pas forcément une très bonne nouvelle. Cela dit, le pic du nombre de cellules neuronales se situe dans l'adolescence. Après, cela chute, et même il est bien d'éliminer les cellules neuronales non connectées et inutiles. Donc il ne faut pas trop s'alarmer de la perte de neurones. Mais globalement, comme chacun le sait, nous ne régénérons pas ou très très peu de cellules neuronales. Néanmoins, il y a quand même quelques cellules souches. Donc ce n'est jamais une situation, il n'y a pas de tissu sans cellules souches. Si on parle de cellules souches, il faut aussi savoir de quoi on parle, donc définir les différents types de cellules souches dont on va parler. Schématiquement, 4 catégories, totipotentes, pluripotentes, multipotentes, monopotentes. Donc, la cellule souche totipotente, c'est la cellule souche qui est capable de donner naissance à toutes les cellules de l'organisme. C'est simple. À la fois les cellules germinales, les gamètes, et toutes les cellules somatiques qui se divisent en 3 feuillets embryonnaires dans le développement des embryons. L'ectoderme, on en reparlera, le mésoderme et l'endoderme. L'endoderme, par exemple, donne naissance à l'intestin, entre autres, l'estomac, etc. L'ectoderme à la peau, au système nerveux, le mésoderme à un certain nombre de tissus conjonctifs, etc. Donc les cellules totipotentes, ce sont typiquement les œufs fécondés. Les cellules pluripotentes sont des cellules souches qui sont capables de donner naissance à peu près à toutes les cellules, c'est-à-dire à toutes les cellules ectodermiques, mésodermiques et endodermiques, mais pas aux cellules germinales. Okay. On va beaucoup parler de cellules souches pluripotentes. Multipotentes peuvent donner naissance, comme le nom l'indique, le multi, à plusieurs lignées cellulaires, mais pas à tous les tissus. L'exemple le mieux connu est celui des cellules souches hématopoïétiques, qui donnent naissance aux globules rouges, aux globules blancs, aux plaquettes, mais à rien d'autre.
monopotente, c'est une cellule souche qui donne naissance à une seule lignée cellulaire. OK. Alors globalement, de façon très très schématique, comment fonctionnent les cellules souches et leur système de différenciation en très grandes lignes, quel que soit le tissu. Et il y a, les cellules souches peuvent être en deux états. L'état le plus fréquent, qui est une cellule souche quiescente, c'est-à-dire qu'elle ne se divise pas, elle est en situation de métabolisme minimal, elle est dans un environnement, on appelle une niche, c'est une image qui est parlante, entourée d'autres cellules qui lui apportent les nutriments et les signaux qui la maintiennent en état quiescent. Et lorsqu'il y a nécessité de renouveler le tissu, qui peut être un phénomène quasi constant, comme c'est au niveau de la peau, de l'intestin ou du système sanguin, dans la moelle osseuse, mais qui peut être accéléré en cas de lésion, d'agression, certaines de ces cellules se mettent en division, donc elles sont entre guillemets actives, et c'est ici qu'elles utilisent cette propriété d'auto-renouvellement, donc permettant d'avoir un stock constant de cellules souches, mais aussi une transition vers des cellules qui vont se diviser et se différencier en différents tissus avec un arbre de division qui varie en fonction des tissus. Donc il y a un certain nombre d'éléments clés là-dedans, la quiescence, l'état de loin le plus fréquent des cellules souches, la notion d'auto-renouvellement d'une cellule souche lorsqu'elle est active, et puis après les étapes de division cellulaire qui peuvent être parfois très nombreuses, c'est le cas par exemple des cellules dans la moelle osseuse, et de différenciation entre une cellule immature et des cellules matures, ici schématisées en rouge. Donc ça, c'est la base fondamentale, évidemment, qui explique aussi l'utilisation par exemple, des cellules souches hématopoïétiques dans les greffes. Et voilà l'exemple dans l'hématopoïèse. Je vous ai déjà montré cette diapositive, mais pour rappeler, donc, dans le contexte de l'hématopoïèse, les cellules souches, auto-renouvellement, division cellulaire multiple et différenciation dans toute une série de cellules, des lymphocytes, donc des globules blancs, d'autres formes de globules blancs, les polynucléaires neutrophiles, les macrophages par exemple, par ailleurs les plaquettes et les globules rouges. C'est le système le mieux connu de cellules souches capables de donner naissance à différents tissus. Donc cette cellule souche-là, elle est multipotente. OK, alors maintenant on arrive à une notion supplémentaire qui est importante, c'est la notion de régénération. Lorsqu'un tissu est agressé pour telle ou telle raison, traumatique, infectieuse ou autre, donc vont être mis en jeu des mécanismes de régulation pour réparer un tissu. Autant que faire se peut, c'est plus ou moins efficace, mais un tissu va être réparé. Et ces notions sont très importantes parce que c'est par la connaissance de ces notions, dont certaines sont extrêmement récentes, que l'on peut ensuite imaginer des schémas thérapeutiques d'utilisation de ces cellules en thérapie dite régénérative. Et voilà ce qu'il en est. Il y a 3 mécanismes qui sont mis en jeu pour régénérer un tissu lésé. Le premier, c'est la petite flèche en pointillé bleu ici, c'est de faire que plus de cellules souches quiescentes deviennent actives et donc fabriquent des cellules. Donc il suffit, en gros, on augmente la production de façon très schématique. Et si on augmente la production, on peut espérer réparer le fait qu'en aval, il y avait un nombre de cellules existantes, matures, diminué. Mais il y a 2 autres phénomènes qui sont plus inattendus, qui ont été découverts, beaucoup discutés au cours des années récentes. Et je vais vous en montrer des exemples, au moins sous forme de schéma, dans une seconde, qui est le point numéro 2, puis ensuite le 3. Donc le 2, c'est la dédifférenciation. Donc c'est totalement contre-intuitif. Parce que la dédifférenciation, c'est schématiquement, les cellules font marche arrière. Ce qui est une notion qui, il y a 20 ans, ça aurait paru comme totalement, enfin 20 ans, j'exagère, 30 ans, allez, serait apparu comme totalement non orthodoxe et non envisageable. Donc la dédifférenciation, c'est-à-dire qu'une cellule mature est capable de modifier son comportement. Donc, derrière ces mots, il y a des phénomènes biologiques complexes, qui fait qu'elle va redevenir une cellule plus immature, soit d'un cran, soit même de remonter plus haut, pourquoi pas jusqu'à être une cellule souche. Donc il y a une certaine plasticité cellulaire, dans une certaine mesure, ce ne sont pas des phénomènes d'une efficacité extrême, mais je vous en montrerai des exemples dans un instant, qui fait que dans des situations de stress, de lésion, certaines cellules, dans certains tissus, sont capables de se dédifférencier pour compenser le défaut, ou, troisième modalité, de transdifférenciation. C'est-à-dire qu'une cellule souche, disons d'une lignée A, peu importe le système, on verra les exemples après, est capable de donner une cellule mature, j'ai dit souche, je me suis trompé, une cellule mature, excusez-moi, d'une lignée A, schématisée ici en rouge,
est capable de donner naissance à une autre cellule mature, en fait pas trop éloignée dans le système de différenciation, mais sans remonter tout l'arbre de différenciation. Donc cette cellule-là, disons A, peut donner une cellule B, ce qui à nouveau est une notion extrêmement surprenante et non envisagée jusqu'à relativement peu. Donc ici, je vous ajoute, par rapport à ce que je vous avais dit au préalable, deux concepts très importants, et on verra surtout, je pense, la semaine prochaine, que ces deux concepts, pas de il manque un D là, concept de dédifférenciation, excusez-moi, dédifférenciation, et de transdifférenciation, donc dédifférenciation remonte, transdifférenciation c'est latéral. Ces deux concepts, qui sont biologiquement significatifs dans des mécanismes physiologiques de réparation tissulaire, peuvent être envisagés comme stratégie thérapeutique. Ça n'a jamais été utilisé chez l'homme aujourd'hui comme en médecine, mais vous verrez, à travers une série d'exemples la semaine prochaine, des tentatives expérimentales d'utiliser ces concepts pour réparer des tissus. Donc ce sont des notions évidemment très importantes. Des exemples de ce que je viens de vous raconter, à travers plusieurs tissus. Ici l'intestin. Vous avez à gauche l'image histologique d'un intestin. Vous savez peut-être que l'intestin est formé de villosités. Vous voyez ces images très allongées qui bordent l'intestin et qui fait que la surface de notre intestin est considérable. C'est 300 mètres carrés, ce qui permet d'absorber les aliments. Vous imaginez, dans chacun de notre intestin, il y a 300 mètres carrés de surface qui est en contact avec le milieu interne de l'intestin. Donc ici, en haut, c'est la lumière de l'intestin et en bas, c'est la périphérie, et donc on sort de l'intestin. Donc on a des cellules à la surface de chacune de ces villosités, il y a des cellules. Vous voyez le noyau coloré en bleu ici, et le cytoplasme au-dessus, donc qui bordent complètement ces villosités. Et à la base, il y a cette région-là, qu'on va revoir ici après, qu'on appelle la crypte. Et la crypte, c'est là où sont les cellules souches qui donnent naissance aux cellules de l'intestin. Donc en permanence, il y a des cellules souches qui sont ici, qui vont se diviser, se différencier et donner naissance aux cellules épithéliales qui montent, et qui vont finir au bout de la villosité, et elles vont desquamer, elles vont mourir, et il y a un renouvellement constant de l'épithélium de l'intestin qui se fait en quelques jours. Donc depuis quelques années, ce sont des notions très récentes, ont été identifiées les cellules souches de l'intestin, notamment par un chercheur des Pays-Bas qui s'appelle Hans Clevers, qui a à peu près tout fait dans ce travail. Et il a montré que si on regarde de façon très détaillée cette crypte-là, ici, la voilà imagée avec des couleurs évidemment artificielles. Les cellules souches, excusez-moi, les cellules souches, elles sont donc situées à la crypte, elles alternent avec une autre lignée de cellules relativement différenciées de l'épithélium intestinal, on appelle les cellules de Paneth, qui sont importantes parce qu'elles vont leur donner des signaux, on le verra tout à l'heure, qui vont faire que ces cellules souches reçoivent le signal pour se différencier. Donc en se différenciant, elles vont se diviser, et la zone bleue ici, c'est la zone où les cellules sont en mitose, se divisent, et ensuite donc donnent naissance aux cellules épithéliales matures qui montent là, tac, tac, tac. Si on les suivait en film, on les verrait, sur quelques jours, on les verrait monter et partir, mourir dans la lumière intestinale. De façon plus complexe, mais c'est la même chose qui est montrée ici, avec une notion importante après pour les phénomènes de différenciation. On a ici les cellules souches de l'intestin qui expriment certains marqueurs génétiques qui sont des molécules qui codent pour des molécules très importantes, qui vont donner naissance à toute une série de cellules de l'épithélium intestinal. Je ne vais pas rentrer dans les détails, qui ont des fonctions différentes. Donc les entérocytes, qui sont la plupart des cellules, plus d'autres qui sécrètent des substances, etc. Je ne vais pas vous faire un cours sur l'épithélium intestinal, d'ailleurs je ne serais pas capable de faire de façon très précise, mais qui sécrètent une série de protéines. Donc il y a ces cellules souches, et puis il y a ici, en rouge, ça correspond aux cellules qui sont là, d'autres cellules qui sont également capables de donner naissance à certaines des cellules épithéliales, et un jeu ici de signaux entre cette cellule souche et ces cellules-là qui est au repos, qui fait que s'il y a une agression, il va y avoir mise en jeu la flèche bleue pointillée, c'est exactement la même histoire qui était là, on remonte le circuit de différenciation ou de rétrodiférenciation permettant de fabriquer en grande quantité des cellules intestinales et réparer une lésion de l'intestin. Mettons qu'une infection sévère, choléra, une situation assez dramatique, où l'épithélium intestinal est complètement abrasé, il va se réparer progressivement par la mise en jeu de ces cellules souches, et même aussi des phénomènes de dédifférenciation, à nouveau, vous voyez cette flèche pointillée, on peut montrer que ces phénomènes existent. Donc ça c'est pour l'intestin, mais on peut le montrer pour d'autres tissus. Vous avez ici l'exemple, la trachée, le rein, les tubules rénaux, l'estomac. La trachée, donc vous avez ici
les cellules qui bordent la trachée, donc le conduit aérien qui va du larynx jusqu'au poumon, qui est très cartilagineux et assez solide. Donc il y a à la base, l'air est au milieu, là, la trachée. Il faut imaginer que la lumière de la trachée, c'est là où j'ai écrit trachée. Donc à la base, il y a à part une membrane basale particulière, il y a des cellules souches, marquées ici en bleu, et au-dessus, il y a les cellules différenciées, il y a différents types de cellules qui ont des fonctions différentes, les cellules épithéliales de la trachée. Imaginez une lésion qui fait mettons une infection virale, la grippe, qui peut très très bien faire ça, qui tue plein de cellules, notamment entre autres des cellules souches. Donc on se trouve dans cette situation-là, qui est un peu embêtante, parce que vous voyez qu'il manque beaucoup de cellules souches. Et encore là, c'est gentil, parce qu'on a l'impression qu'il n'y a pas eu de destruction des cellules épithéliales. En général, il y a à la fois la destruction des cellules épithéliales et des cellules souches. Donc là, il y a un souci, parce que si ceci n'est pas réparé, il y a une lésion majeure de la trachée, et imaginez que ce n'est pas en plus que la trachée qui souffre de cette lésion. Donc ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir une dédifférenciation de cellules épithéliales résiduelles qui vont redonner naissance à des cellules souches. Donc c'est le phénomène qui est ici, les flèches qui remontent, donc se produisent au niveau de la trachée et reconstituent un tissu normal. Donc c'est absolument ce qui se passe après une infection virale. Là c'est au niveau de la trachée, et la même chose au niveau des poumons. Il y a exactement le même phénomène de réparation. Et si nous n'avions pas ces phénomènes de réparation, la première infection virale de l'arbre respiratoire nous tuerait. Donc ce sont des phénomènes absolument essentiels. Image ici pour les tubules rénaux, donc les tubules qui collectent l'urine après les glomérules. Eh bien, il y a différentes zones anatomiques. Ici, c'est le tubule proximal, donc immédiatement après les glomérules. Même notion, donc vous avez un épithélium qui borde le canal où circule l'urine. Il y a une lésion, ce qui peut être par exemple par certains médicaments qui sont toxiques pour le rein, qui peuvent donner des anuries, une destruction des cellules du tubule rénaux. Du coup, l'urine ne circule plus. Et la même façon, il va y avoir une dédifférenciation de cellules épithéliales ici en vert, qui vont se mettre à se diviser, se dédifférencier, donner naissance en bleu à des cellules souches, et une différenciation en cellules épithéliales et réparation. Et ça prend à peu près 3 semaines, cette affaire-là, et on peut réparer des tubules rénaux et avoir une fonction rénale qui est à nouveau conservée. Ici, l'estomac, où là, même exemple, le principe. Vous avez ici... la dédifférenciation ici se fait, donc au niveau de l'estomac, il y a ces grandes colonnes avec des cellules, il y a des zones où les cellules prolifèrent, je ne vais pas entrer dans trop de détails, et s'il y a lésion, à nouveau, c'est exactement le même phénomène, il va y avoir dédifférenciation de cellules épithéliales préservées, et qui vont reconstituer, donc ça c'est la situation lésée ici, les cellules vont se mettre à proliférer en quantité, et reconstituer un estomac normal. C'est ce qui peut se passer si vous guérissez d'un ulcère d'estomac, par exemple, vous avez des lésions, destruction massive par une bactérie des cellules épithéliales, eh bien, il y aura régénération par ce processus de dédifférenciation. Donc la réparation des tissus, c'est évidemment les cellules souches existantes qui font leur boulot, mais c'est aussi la refabrication de cellules souches à partir de cellules matures. Ce qui est une notion, un concept qui est relativement nouveau. Vous voyez que cette revue qui imagine tout ça est parue, qui schématise tout ça, excusez-moi, et date d'il y a quelques mois. Ça, c'était la dédifférenciation. Il y a aussi la transdifférenciation. C'est le même principe, mais apparemment qui est plutôt mis en jeu au niveau du foie, du pancréas. Ici, vous voyez ce qui est montré ici. Vous avez le foie avec en vert des cellules hépatocytaires, donc qui constituent la masse des cellules du foie qui ont un rôle très important dans le métabolisme. Et puis vous savez que dans le foie aussi, il y a des canaux biliaires, circule la bile qui va dans l'intestin, qui est nécessaire à la digestion. Donc les cellules biliaires, elles ont des caractéristiques différentes. Elles sont schématisées ici en marron, et là vous avez un petit canalicule biliaire où circule la bile. Même chose, lésion, infection virale, médicaments toxiques, etc., qui va détruire, dans l'exemple qui est montré ici, une partie des cellules biliaires. Vous voyez, évidemment c'est schématique, mais on conçoit facilement donc, des lésions qui ont détruit en partie le canalicule biliaire. Donc ce qui va se passer, qui a été absolument démontré, c'est évidemment simplifié ici, mais expérimentalement ceci a été montré, que des hépatocytes, donc en vert, vont être capables de se transdifférencier en cellules de l'épithélium biliaire. Donc là, elles ne remontent pas à l'état de cellules souches, contrairement à ce que je vous ai décrit dans le contexte de l'intestin, de la trachée ou de l'estomac, mais directement, la cellule hépatique se transforme en cellule biliaire. Donc évidemment, toute une série de processus biologiques qui sont mis en jeu, on en discutera tout à l'heure, qui va permettre de refabriquer les cellules biliaires et de reconstituer le canal biliaire normal. Okay.
Ici, l'exemple pour le pancréas, où c'est même encore plus spectaculaire, enfin, à mon avis. Dans le pancréas, vous savez probablement, il y a deux fonctions du pancréas. Il y a le pancréas exocrine, qui produit des enzymes qui sont nécessaires à la digestion, qui sont excrétées dans le tube digestif pour digérer les protéines, par exemple, ou les sucres. Et puis, il y a le pancréas endocrine, qui produit l'insuline, qui contrôle le niveau du sucre, la glycémie. Ça, chacun sait cela. Donc, au niveau du pancréas, il y a à la fois le pancréas exocrine avec une zone dite acinaire qui a cette forme, où sont produits les fameuses enzymes qui vont ensuite partir dans un canal qui va rejoindre l'intestin. Et à côté, il y a ces petites boules de cellules, qui est le pancréas endocrine, qui notamment contient les cellules dites bêta, il y en a d'autres aussi, qui produisent l'insuline, et alpha produisent le glucagon, qui est une autre hormone importante dans la régulation du sucre. Donc deux types de cellules épithéliales, mais toutes originaires en fait d'une même cellule souche du pancréas. On en reparlera probablement la prochaine fois. Donc lésion du pancréas, ça peut être infectieux, toxique, traumatique, que sais-je. Alcool, par exemple, très très bien pour détruire du pancréas, les pancréatites. Et vous avez une situation ici où, vous voyez, l'attaque fait que la masse de cellules pancréatiques endocrines a été considérablement réduite. Donc ce qui peut se passer jusqu'à un certain point, c'est une correction de la perte des cellules qui produisent l'insuline en transdifférenciation des cellules acinaires, donc du pancréas exocrine en pancréas endocrine. Mais ça marche jusqu'à un certain point, on va dire. Mais c'est quand même une notion, d'abord c'est une notion conceptuellement intéressante à comprendre quels en sont les mécanismes biologiques, quelles protéines sont mises en jeu pour modifier le comportement de ces cellules. Et aussi, vous concevez que sur un plan pratique, même si ce n'est pas simple, on peut envisager d'utiliser ces propriétés, par exemple, pour fabriquer à façon des cellules qui produisent l'insuline pour traiter des diabétiques. On aura l'occasion d'en reparler, même si aujourd'hui on ne sait pas ça faire très bien. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, si on essaye de modeler ça, modéliser, pardon, en français c'est modéliser, de modéliser ce système de transdifférenciation à partir, mettons, dans l'exemple qui est ici, de cellules du pancréas exocrine en pancréas endocrine, ça marche avec une très très faible efficacité. Donc on ne peut pas l'utiliser tel quel. Mais c'est quand même une voie de recherche intéressante. Probablement pour arriver à le rendre efficace, il faut reconstituer l'environnement cellulaire adéquat, qui est assez complexe et dont on n'a pas une connaissance suffisante aujourd'hui. Mais retenez donc ces deux concepts qui sont absolument majeurs en utilisation de cellules souches et de leurs cellules filles dans les phénomènes de régénération cellulaire lors d'agressions, quelle que soit la nature des agressions, que sont la dédifférenciation et la transdifférenciation. On en reparlera, encore une fois, la semaine prochaine. Ces phénomènes sont liés à des processus moléculaires. Je ne vais pas entrer dans trop de détails, mais juste en évoquer une molécule et un système qui est très important, à nouveau, qui a été montré au niveau de l'intestin, mais vous allez voir qu'il est généralisable. Et à nouveau, c'est les travaux de M. Clevers, qui est un chercheur néerlandais qui a fait vraiment des avancées absolument majeures dans les dernières années sur la connaissance des cellules souches et en particulier de l'intestin. Donc ce qu'il a montré, c'est qu'il y a une protéine qui s'appelle WNT, WNT, qui est produite par les cellules voisines et qui, en se fixant sur des cellules, va leur donner des signaux qui vont être impliqués dans les phénomènes de régénération, différenciation cellulaire. Et l'expression de WNT va être induite s'il y a un phénomène de lésion. Donc c'est une façon justement de régulation de régénération. Donc ce qui se passe, si on rejoint au niveau de l'intestin, à nouveau c'est la crypte que vous avez déjà vu tout à l'heure. Donc tout en bas de la crypte, il y a deux types de cellules. Il y en a même trois si on veut être tout à fait strict. Il y a des cellules qui produisent WNT, cellules dites de Paneth, qui sont des cellules matures, ce ne sont pas des cellules souches. Et puis il y a des cellules souches en rouge qui vont répondre à WNT. Donc ça, c'est un phénomène qui donne un signal de différenciation à des cellules souches, mais qui peut permettre aussi d'induire, dans certaines circonstances, des phénomènes de dédifférenciation. Il y a aussi d'autres cellules qui produisent WNT. Et donc si ces cellules rouges, schématiquement, reçoivent de leurs cellules voisines en bleu ici, les cellules de Paneth, la protéine WNT, s'ils la perçoivent par des récepteurs, ceci va induire un système de différenciation avec des voies moléculaires. Pardon ? Il n'y a pas de I à WNT. Non, on dit WNT parce que c'est en anglais, c'est WNT, mais on dit WNT. C'est un acronyme alors ? Oui, initialement c'est un acronyme. Si vous me posez la question ce que ça signifie, c'est une colle pour moi, je ne sais pas. Mais on le trouvera. Google en trouvera. Vous le trouverez. Mais enfin, on dit WNT. D'accord. WNT, WNT.
Donc vous avez ici l'image d'une cellule où il n'y a pas de Wnt. Donc ils sont en place une partie des molécules qui vont servir de récepteurs et de transmission de signaux vers le noyau. Je ne vais pas entrer dans le détail de toutes ces molécules. Mais lorsque Wnt se fixe sur le récepteur, qui est cette molécule transmembranaire multiple qui s'appelle Frizzled, il y a induit tout un système de signalisation qui va avoir des conséquences majeures dans la modification des cellules, mettre en jeu des programmes de division cellulaire, des programmes de différenciation, mais toutes ordonnées par ce système. Et ce qui est assez extraordinaire, c'est que ce système il est partagé par toutes sortes de cellules souches, il n'est pas propre à l'intestin. Vous avez ici, dans une revue parue l'année dernière, la démonstration que ce système d'induction de mise en jeu de cellules souches par Wnt, ou de cellules pas tout à fait au stade de cellules souches, on le trouve dans l'intestin, c'est ce que je viens de vous raconter, mais au niveau des glandes mammaires, au niveau de l'estomac, au niveau de l'épiderme dans la peau, au niveau du système nerveux central, je vous ai dit il y a quelques cellules souches, au niveau des cellules souches des cheveux, alors ça pousse jusqu'à un certain point, jusqu'à on n'a plus de cellules souches, on n'a plus de cellules souches, hein, ça c'est mon cas, mais tant qu'il y en a, on est capable de régénérer, les cheveux poussent, hein, vous savez. Au niveau du rein, au niveau de la cochlée dans l'oreille, au niveau des ovaires, au niveau des cellules impliquées dans le goût. Donc vous voyez toutes sortes de cellules souches de tissus différents qui partagent des marqueurs qui permettent de les reconnaître dans un tissu normal, sont des cellules qui sont activables par ce système Wnt. Donc évidemment, il y a des spécificités à chaque lignée cellulaire, mais il y a des propriétés communes qui sont impliquées dans l'induction des phénomènes de différenciation cellulaire et qui commencent à être décortiquées. Évidemment, mieux on les connaîtra, plus on aura des chances d'utiliser ces connaissances pour effectuer in vitro ces phénomènes de différenciation et générer des cellules qu'on pourra utiliser en thérapeutique. Et ce que fait Wnt, entre autres choses, c'est d'induire cette fameuse division cellulaire asymétrique dont je vous ai déjà parlé, qui était la propriété des cellules souches. Donc vous avez ici une cellule, mettons que ce soit une cellule souche intestinale, mais on a vu à l'instant que ça pourrait être une cellule souche au niveau de segments tubulaires rénaux. Sous l'effet du signal induit par Wnt, il y a une mitose qui est schématisée ici, mais de cette mitose naissent deux cellules très différentes. Une cellule qui garde toute une série de marqueurs d'expression de molécules, donc d'activation d'un certain profil de gènes qui sont les caractéristiques des cellules souches pluripotentes, capables de donner naissance à différents types de cellules. Et une autre cellule, celle-là, il n'y a rien écrit, mais ce qui va être une cellule qui va se différencier, mettons en cellule épithéliale de l'intestin. Donc Wnt, cette molécule vraiment très intéressante, est je trouve plus le mot, une molécule qui va induire un phénomène biologique majeur de division asymétrique et donc de mise en jeu de ce système fondamental de la différenciation. Comment ? Famille de molécules, oui. Derrière, oui, je simplifie. Mais s'il te plaît, complique pas trop, c'est déjà pas complètement simple. Il a complètement raison, il y a plusieurs protéines Wnt et il y a plusieurs récepteurs. Néanmoins, la même protéine, exactement la même, peut être mise en jeu dans différentes lignées cellulaires. Mais il a raison, il y a plusieurs Wnt et il y a plusieurs récepteurs. Mais le concept est strictement le même. Voilà, donc ça c'était le concept de cellules souches et le fait que les choses ne sont pas si simples, que ces cellules souches, elles sont régulées de façon extrêmement fine de leur niche. La plupart du temps, elles sont au repos, elles peuvent être induites, elles sont encore plus induites s'il y a un phénomène de lésion. Et encore une fois, s'il y a lésion, il y a induction de la différenciation de cellules souches, mais aussi transdifférenciation et dédifférenciation. Alors, qu'est-ce qu'il existe comme type de cellules souches avec lesquelles on peut essayer de travailler au laboratoire avec l'objectif de thérapie un jour? Vous me direz, vous verrez la dernière diapositive du dernier cours, donc mardi prochain, excusez-moi. C'est une perception par les médias, et donc ça sera intéressant d'avoir la vôtre, de quand ceci sera applicable. Donc j'attends votre réponse mardi prochain sur votre opinion sur cette question. Donc à nouveau, on a différentes lignées cellulaires possibles, c'est un rappel de ce que j'ai déjà dit tout à l'heure, mais il est important d'avoir en tête ces notions pour ce dont je vais parler dans un instant, autour des cellules souches embryonnaires en particulier. Les cellules souches embryonnaires sont des cellules pluripotentes qui donnent naissance à toutes les cellules du corps somatique, mais ne donnent pas naissance aux cellules germinales, qui est une notion importante. Un historique sur cette affaire, parce que c'est évidemment un énorme enjeu aujourd'hui, à la fois de la recherche fondamentale sur la biologie du développement des cellules souches et des applications thérapeutiques. C'est un concept
autour de ces cellules embryonnaires capables de donner naissance à tous les tissus d'un organisme, qui remonte, comme vous pouvez le voir, à M. Haeckel, 1869, donc ça fait 146 ans, si on veut être très très précis. Il a montré que dans une espèce qui s'appelle les siphonophores, qui sont des êtres unicellulaires qui s'associent en ensemble pluricellulaire qui vivent dans l'eau, ce sont des cnidés. Il existe des cellules embryonnaires pluripotentes, donc capables de donner naissance à des cellules ensuite avec différentes fonctions. Et donc il a été le premier à décrire des cellules embryonnaires pluripotentes dans cette espèce, dans cet organisme, que sont les siphonophores. Et ensuite, les choses ont avancé considérablement. Alors, je vous passe un grand nombre d'étapes. Mais une étape majeure, c'est 1958 et John Gurdon, qui a montré une notion absolument fondamentale, c'était la plasticité du système. C'est-à-dire que si on transfère le noyau, donc qui contient le génome et toute une série de protéines associées au génome, d'une cellule somatique, mettons une cellule de la peau, ou peu importe laquelle, et qu'on la transfère dans un ovocyte, donc un gamète femelle énucléée, on a retiré le noyau, mais il y a tout le cytoplasme et toute l'information biologique qui est liée aux protéines, aux substances présentes dans le cytoplasme, on va recréer une cellule souche embryonnaire, pluripotente. Donc, ce qui veut dire que le génome est plastique, que le génome tel qu'il a été, je vous remontrerai ça tout à l'heure sous forme d'un schéma, qu'il est un génome dont la régulation, l'épigénome, est fixée dans une cellule somatique mature, peut être modifiée pour redevenir une cellule souche. Incidemment, c'est ce qui se passe dans un phénomène de transdifférenciation dont je vous ai déjà parlé tout à l'heure. Donc la première fois que ceci a été montré expérimentalement par ce type de transfert, c'est 1958. Ensuite, plus récemment, et évidemment ce sont des notions fondamentales, 1981, Evans et Martin ont montré que dans la masse interne du blastocyste, donc c'est l'embryon à un stade précoce, je vous verrai des images dans un instant, ils l'ont fait d'abord chez la souris, donc c'est un embryon de souris à un stade précoce où il y a une boule de cellules entourée d'un volume liquide. Les cellules de la boule, que vous verrez tout à l'heure, le blastocyste, sont des cellules souches embryonnaires capables de donner naissance, et qu'on peut cultiver au laboratoire et donner naissance à toutes les cellules somatiques. Okay. Donc c'est ainsi qu'on a défini des cellules souches embryonnaires. Je vais vous en reparler. C'est juste pour vous situer les choses dans l'histoire. 89, M. Weintraub a montré une étape de plus dans la notion de plasticité du génome. C'est qu'avec un facteur, c'est une situation très particulière, une protéine, il a été capable de reprogrammer des cellules fibroblastiques en cellules musculaires, ce qui est un résultat assez spectaculaire. Ça, c'est de la transdifférenciation induite par un facteur. C'est une situation particulière, mais qui était spectaculaire, montrant que cette plasticité pouvait être réelle et programmable. 98, c'est la mise en évidence dans le blastocyste humain, dans l'embryon humain, qu'il existe des cellules souches embryonnaires, on va en parler, avec les caractéristiques de cellules souches embryonnaires, pluripotentes. Et on arrive à la période récente, avec les résultats spectaculaires de M. Yamanaka, au Japon, 2006, qui lui ont valu le prix Nobel récemment, qui lui va fabriquer l'équivalent de cellules souches embryonnaires, on appelle les cellules souches induites pluripotentes, IPS, il l'a fait d'abord chez la souris. On va voir comment, tout à l'heure, je vais vous raconter ça en détail. 2006, 2007, et M. Thomson a fait la même chose, ils ont fait la même chose chez l'homme. On peut fabriquer des cellules souches embryonnaires à partir, par exemple, de fibroblastes de la peau, à partir de cellules du sang, à peu près à partir de n'importe quelle cellule. Donc on a une situation qui a évolué de façon assez spectaculaire en 140 ans, sur la mise en évidence de l'existence de cellules pluripotentes dans le développement des espèces vivantes, jusqu'à la génération de ces cellules artificiellement au laboratoire. Les cellules souches embryonnaires. Donc voici l'image que je vous ai indiquée tout à l'heure. Voici un embryon à un stade précoce de différenciation où il y a une masse cellulaire, c'est le blastocyste, et qui contient les cellules souches embryonnaires, et il y a une cavité au-dessus qui est liquide, entourée d'une cellule. Donc cette image, on la retrouve très tôt dans l'embryon d'un très grand nombre d'espèces, par exemple de tous les mammifères. Donc si on prélève ces cellules ici marquées en bleu, on les met en culture dans certaines conditions. Après, les choses sont plus ou moins compliquées. On peut maintenir ces cellules en culture dans certaines conditions à la fois de milieu nutritif et de certains types de cytokines, de produits nécessaires à cela. On peut les maintenir en division indéfinie, absolument indéfinie. Et si on les met en condition avec d'autres facteurs de différenciation, on va
être capable de générer à partir de ces souches embryonnaires des tissus endodermiques, mésodermiques, ectodermiques, donc de la peau, du muscle, des neurones, à peu près ce que vous voulez. Donc on peut à façon fabriquer à peu près tous les tissus à partir de cellules souches embryonnaires. Donc ce sont des cellules qui sont cultivables à l'infini, se diviser à l'infini tant que vous les maintenez en conditions ad hoc au laboratoire. Donc ils sont capables de donner naissance dans l'environnement ad hoc, donc des facteurs de différenciation qu'il a fallu progressivement décrire, ce sont des années de travail, à tous les tissus somatiques, tous les tissus, encore une fois, sauf les gamètes. Donc évidemment, si on réfléchit en thérapeutique, je suis censé vous parler de thérapie cellulaire, l'utilisation thérapeutique potentielle est fantastique, puisque ça veut dire qu'on a à façon, si on maîtrise le processus, une usine au laboratoire pour fabriquer n'importe quel type de cellules. Des neurones, des cellules du muscle cardiaque, des cellules de la peau, des cellules qui donnent naissance à de l'os, etc., etc. Il n'y a pratiquement pas de limite. Donc c'est évidemment tout à fait intéressant. Mais il y a un mais, puisqu'aujourd'hui, on n'utilise pas les cellules souches embryonnaires en thérapeutique. En tous les cas, il y a eu quelques essais, mais on n'a pas démontré à ce jour d'efficacité. Les mais, il y en a un certain nombre. Les principaux sont les trois qui sont indiqués ici. Le premier, c'est que si on veut avoir un processus fonctionnel, il est nécessaire, in vitro au laboratoire, que de ces cellules souches, on génère complètement les cellules du tissu que l'on cherche à fabriquer. Mettons des neurones, on veut traiter la maladie de Parkinson, on veut fabriquer des neurones, des noyaux gris centraux qui sont détruits dans la maladie de Parkinson. Donc il faut que toutes les cellules qu'on fabrique soient des neurones, des noyaux gris centraux. Donc il faut maîtriser le processus parfaitement et complètement. Et ceci n'est pas simple. Et ceci est important parce que si on ne génère pas complètement le tissu différencié que l'on recherche à fabriquer, le risque, c'est que s'il reste des cellules souches embryonnaires, et c'est une de leurs propriétés, si on les greffe in vivo, elles donnent des cancers. Donc évidemment, il faut être sûr que toutes les cellules que l'on va injecter le jour où on va utiliser en thérapeutique sont différenciées, on franchit le stade au-delà du classe de cellules souches embryonnaires pour ne plus être tumorigénique. La tumorigénicité est une propriété intrinsèque des cellules souches embryonnaires. Donc il faut évidemment s'en abstraire en thérapeutique. Et puis, on retombe sur des choses classiques de la greffe. Si on prend les cellules souches embryonnaires issues d'un embryon A et qu'on les greffe à un individu B, ces individus ont évidemment des antigènes d'histocompatibilité, dont j'ai dit un mot tout à l'heure dans un autre contexte, HLA et d'autres antigènes différents, qui vont entraîner des réponses immunitaires, ce qui fait que le donneur peut rejeter les cellules issues des cellules souches embryonnaires. À ça s'ajoutent éventuellement des questions éthiques, si on considère qu'il n'est pas éthique d'utiliser des cellules souches embryonnaires humaines. Je mets cette question éthique à part, on peut en discuter si vous le souhaitez. Donc à la fois un potentiel extraordinaire et des limites, des questions à résoudre fort complexes. Il y a d'autres façons d'imaginer et d'utiliser des cellules souches embryonnaires et peut-être qui peuvent permettre de s'abstraire de certaines des difficultés que je viens d'évoquer. La première, qui n'est pas une affaire simple, mais qui a été effectuée, c'est de générer les cellules souches embryonnaires par transfert nucléaire. C'est de reprendre ce qu'a fait, c'est ici, initialement M. Gurdon en 1958, c'est de transférer des noyaux somatiques dans des ovocytes énucléés. Je m'explique. Regardons l'image et puis on lira ce qui est écrit au-dessus ensuite. Donc ici, si on regarde la ligne du haut ici, qu'est-ce qu'on fait? On prend une cellule mature, fibroblaste, globule blanc, ce que vous voulez, et vous allez transférer le noyau de cette cellule, qu'on peut isoler facilement, c'est techniquement assez facile à faire, dans un ovocyte, donc un œuf. Vous avez extrait le noyau et vous le remplacez par le noyau de cette cellule. Et ce noyau va être soumis aux influences des protéines de l'œuf et va se différencier en cellules souches embryonnaires. Donc si on l'implante dans un embryon, on peut reconstituer la masse interne et obtenir des cellules souches embryonnaires qui ont été induites par ce processus de transfert nucléaire. L'intérêt de cette affaire, en termes de thérapeutique, c'est qu'on n'a plus de problème de réponse immunitaire puisqu'on peut le faire avec les cellules autologues de l'individu qu'on voudrait traiter. Donc ça résout une difficulté. Ça génère des problèmes, notamment il faut utiliser des ovocytes, donc dons d'ovocytes. Enfin, sur le plan éthique, ça pose un certain nombre de problèmes. Mais néanmoins, c'est une façon de générer des cellules souches embryonnaires
sans avoir à recourir à la cellule souche embryonnaire d'un individu différent. Incidemment, ici, c'est la fécondation in vitro telle qu'on l'utilise tous les jours pour permettre à des couples d'avoir des enfants, ou c'est la fécondation in vitro par un sperme d'un ovocyte qui permet de fabriquer ex vivo un embryon qu'on peut réimplanter. Mais par ailleurs, et vous allez voir dans un instant tout à l'heure pourquoi il y a cette image ici, évidemment, c'est la technique de fécondation in vitro, et si on veut, une façon de générer les cellules souches embryonnaires, mais plus physiologique. Donc l'intérêt de la reprogrammation, l'intérêt du transfert nucléaire, c'est de permettre par reprogrammation cellulaire, ce qui est un concept aussi relativement nouveau, puisqu'à nouveau, qui montre la plasticité du génome, qui peut être reprogrammé d'une situation biologique donnée, d'une cellule mature en une cellule souche, pluripotente, donc extrêmement primitive. L'utilisation thérapeutique potentielle, l'intérêt à nouveau, c'est qu'il n'y a pas la réponse immunitaire, je viens de vous l'indiquer, puisqu'on peut le faire en système autologue, mais ce système a une efficacité très faible en termes de fréquence d'événements qui aboutissent à ce résultat, donc à la génération de cellules souches embryonnaires qui se développent après réimplantation dans un blastocyste, et qui, sur le plan éthique, nécessitent des dons d'ovocytes, donc de femmes, si on veut, une application humaine. Donc c'est une affaire qui n'est pas simple. Mais c'est une première stratégie qui s'est développée dans le début des années 2000. La recherche de ce type chez l'homme, la génération par transfert nucléaire de cellules souches humaines n'a pas été autorisée en France, mais par exemple, ça s'est fait en Grande-Bretagne ou ça s'est fait dans une certaine mesure aux États-Unis. Et là-dessus est arrivée une nouvelle technique qui permet de s'affranchir du don d'ovocytes, qui est évidemment fantastiquement intéressante, mais qui est quand même compliquée, qui est cette fameuse induction de cellules souches pluripotentes, que je vais vous décrire en détail, parce que ça a été vraiment une avancée majeure du domaine, et dont les applications potentielles, on verra après, peuvent être maintenant considérées et sont testées. Donc de quoi il s'agit ici? C'est finalement extrêmement simple dans le principe. Une cellule mature, encore une fois, de quelque nature qu'elle soit, qui, grâce à l'introduction dans cette cellule de facteurs dits de reprogrammation, en gros des facteurs de transcription qui vont influencer le profil d'expression de gènes du génome de cette cellule, vont la transformer en cellule souche embryonnaire. Donc on reprogramme cette cellule, on lui fait remonter le temps d'une cellule mature en une cellule immature capable de donner naissance, puisqu'elle est pluripotente, comme une cellule souche embryonnaire, on va le voir, aux cellules ectodermiques, aux cellules mésodermiques et aux cellules endodermiques. Vous allez voir que ceci est faisable. Et vous allez voir comment ce résultat a été acquis par Yamanaka. Ce qu'il faut dire, et qui limite la portée de cet événement, même s'il est spectaculaire, c'est que l'obtention d'un tel résultat est rare, environ une cellule sur 1000, ce n'est pas négligeable, même si c'est qu'une fois sur 1000 qu'on obtient ce résultat, que ce processus est long et l'efficacité est relativement peu prévisible. Il y a beaucoup de hasard dans cette affaire et on ne comprend pas très bien pourquoi seulement un tout petit nombre de cellules réussissent à faire ce parcours de reprogrammation vers une cellule embryonnaire pluripotente, une cellule souche, excusez-moi, pluripotente. Elle n'est pas au sens strict embryonnaire, même si elle partage les caractéristiques d'une cellule embryonnaire. Donc ce qui se passe, d'une façon ultra schématique, on part d'une cellule dans l'état A, mature, encore une fois, globule blanc, fibroblaste d'une biopsie cutanée. On pourrait prendre une cellule de l'épithélium au niveau de la bouche, facile d'accès, mais ça pourrait être une autre cellule. Donc cette cellule A, elle a un certain nombre de gènes actifs qui définissent ses propriétés biologiques. Qu'un globule blanc est un globule blanc ou qu'un fibroblaste de la peau est un fibroblaste de la peau. Et puis il y a donc ça fait quelques milliers de gènes qui sont transcrits, qui donnent naissance à des protéines, etc. Et il y a tout un paquet de gènes qui sont inactifs, dont des gènes qui sont ceux qui sont mis en jeu dans les cellules souches et qui sont associés à la pluripotence. Donc, de façon schématique, le génome de la cellule A a un stock de gènes actifs, un stock de gènes inactifs, dont les gènes de pluripotence, avec un état épigénétique qui contrôle ces gènes et qui font qu'ils sont ceux-là inactifs, ceux-là actifs. Sous l'effet des facteurs de reprogrammation, dont on va voir de quoi il s'agit après, il va y avoir une modification importante, donc progressive, ça ne se fait pas immédiatement, ça prend du temps, de ces cellules, qui vont faire que les gènes actifs ici dans la cellule dans l'état A, la même cellule, dans l'état B, schématiquement, ils deviennent inactifs, donc ils vont être éteints, il y aura un contrôle de la transcription et une inhibition de la transcription de ces gènes. Et par contre, d'autres vont être réveillés, qui sont les gènes liés à la notion de pluripotence de cellules souches,
Donc des modifications de l'ADN qui sont absolument les systèmes épigénétiques, si vous avez entendu des cours d'éditeurs qu'elle décrit très très bien, toute une série de modifications assez complexes, de méthylation de l'ADN ou de modification des protéines qui sont associées à l'ADN, qu'on appelle les histones, qui font que certaines régions de l'ADN sont actives, donc peuvent permettre la transcription de gènes, ou d'autres sont inactives, la transcription ne se fait pas. Donc des modifications majeures qui concernent des milliers de gènes. Donc c'est extrêmement complexe, mais qui sont obtenues en quelques 10, 20 jours sous l'effet d'un petit nombre de facteurs. Vous allez voir qu'il en faut 4 pour obtenir ce résultat qui est extrêmement spectaculaire. Donc comment ceci a été montré, je pense que ça vaut le coup d'aller dans le détail du travail de base de M. de Yamanaka, qui est vraiment absolument remarquable. Vous allez voir que c'était un travail gigantesque. Donc, il a publié le premier papier qui décrit la génération de cellules souches pluripotentes en 2006. C'est le titre du papier, Induction of Pluripotent Stem Cells from Mouse Embryonic and Adult Fibroblast Cultures by Defined Factors. Donc, il part soit de cellules embryonnaires de souris, soit encore plus spectaculaire de cultures de fibroblastes, cellules par exemple au niveau de la peau, et sous l'effet de facteurs définis, donc on sait de quel facteur il s'agit, il les transforme en cellules souches pluripotentes. Comment ça marche cette affaire? De quoi il est parti? Il s'est dit, puisqu'on sait que l'on peut reprogrammer une cellule en cellule souche pluripotente par transfert nucléaire dans un ovocyte qui a un environnement protéique, et pas que protéique, mais essentiellement protéique, qui va influencer le génome de la cellule à reprogrammer, ça veut dire que dans cet ovocyte, par définition, il y a des facteurs capables de reprogrammer. Donc je vais partir des protéines qui avaient été identifiées dans un ovocyte et pour jouer un rôle dans la reprogrammation, pour essayer de reproduire ce phénomène, mais non pas avec tout un cytoplasme d'un ovocyte, mais avec des protéines définies. Donc il est parti de 24 protéines. À partir des données de la littérature, de ses propres travaux, il a identifié 24 facteurs, 24 protéines, qui sont essentiellement des facteurs de transcription, donc qui régulent l'expression de gènes. Et il s'est dit que dans ces 24 facteurs, une combinaison d'un certain nombre d'entre eux est susceptible d'être nécessaire et suffisant pour reprogrammer une cellule mature en cellule souche. Donc il s'est dit, je vais les tester tous les 24, un par un et en combinaison. Vous imaginez la quantité de travail que ça représente. Donc il a fallu qu'il définisse un système pour tester ces facteurs. Donc le système qu'il a défini, il a pris des fibroblastes dans lesquels il a placé un gène de résistance à la néomycine, donc ça veut dire qu'il peut sélectionner les cellules dans un milieu hostile, la néomycine. Donc les cellules dont le gène est inactif vont mourir, et donc seules les cellules où le gène est capable d'induire une résistance à la néomycine vont survivre. Donc ça permet de sélectionner les cellules. Et le point important, c'est que ce gène de résistance, il a placé un endroit du génome où il y a un gène qui est actif dans les cellules souches. Donc seules les cellules où ce gène clé de cellules souches est actif vont survivre dans les conditions qu'il a expérimentalement définies. Donc c'est imagé ici, donc c'est le locus FBX15. Donc si on a un facteur, on introduit un facteur dans la cellule qui induit l'expression de gène FBX15, ça veut dire qu'il y aura la production du facteur de résistance à la néomycine et les cellules vont survivre. Donc c'est une façon de savoir si un tel facteur est capable d'induire une fonction qui est associée à une cellule embryonnaire, à une cellule souche, qui est liée au facteur FBX15. Donc ce qu'il a fait, il a des cellules où il a introduit par modification génétique ce gène de résistance à la néomycine dans le locus FBX15, qui est ici, et donc qui permet de faire le test à chaque fois qu'il introduit maintenant deuxième modification à l'aide d'un rétrovirus, donc une thérapie génique si vous voulez, comme ce dont je vous ai parlé dans les cours précédents, il va introduire un par un les gènes qui codent pour les 24 facteurs sélectionnés. Okay, et il va regarder ce qui se passe, si ça permet aux cellules de survivre ou pas. Si elles survivent, ça veut dire qu'elles ont des propriétés de cellules souches, puisque un gène actif dans les cellules souches, et uniquement dans les cellules souches, permet la survie des cellules de façon artificielle, parce qu'il y a la fabrication d'une protéine qui donne la résistance à la néomycine. Donc il sélectionne les cellules, en gros, qui expriment FBX15, donc qui ont une propriété de cellules souches. Donc à l'état basal, ça ne marche pas, et il va voir si en additionnant des facteurs, par transfert de gènes, il arrive à faire survivre ces cellules, ce qui veut dire qu'elles ont été différenciées. S'il les teste un par un, les 24, il ne se passe rien. Aucune cellule ne survit, ce qui veut dire qu'aucun de ces facteurs, de ces 24 facteurs, isolément, est suffisant pour induire la reprogrammation.
S'il met les 24 d'un coup, ça marche. Il a des colonies cellulaires, vous pouvez les voir, c'est les photos de son papier. Ces points noirs sur les boîtes de pétri sont les cellules qui se sont divisées, donc en faisant 24 transferts de gènes, ce n'est pas une petite affaire, dans la même cellule, il arrive à reprogrammer des cellules qui étaient des fibroblastes, par exemple, dans un des deux types d'expériences qu'il a faites, en cellules pluripotentes. En tous les cas, elles survivent. Pour l'instant, je ne peux pas vous démontrer qu'elles sont pluripotentes, mais on va voir qu'elles sont effectivement pluripotentes. Donc, la première étape est qu'il a montré que les 24 facteurs, il a eu raison de sélectionner ces 24 facteurs, puisque globalement, ils sont capables d'induire la reprogrammation de la même façon qu'un cytoplasme d'un ovocyte. Donc, le progrès, c'est qu'il passe d'un cytoplasme qui contient des milliers de facteurs différents à 24 facteurs. Les 24 facteurs, c'est encore compliqué. Donc, l'étape d'après, il va les enlever un par un. Donc, il en met 23. Mais 23, donc 24 moins le premier, moins le deuxième, c'est un travail titanesque. Et en faisant ce travail, il obtient donc, ou il n'obtient pas des colonies cellulaires, oubliez le caractère noir ou blanc des bandes, mais vous voyez que pour certains, il les numérote de 1 à 24, et pour 10 d'entre eux, s'il omet le facteur numéro 1 ou le facteur numéro 4, ou le numéro, c'est 11 je crois, 12, 14, 15 et ainsi de suite, il n'y a pratiquement plus, ou il n'y a plus du tout de cellules. Donc il montre qu'apparemment ces 10 facteurs sont plus importants que les autres. Donc de 24, il passe à 10. Pas mal. Et effectivement, ça marche. C'est-à-dire que s'il utilise ces 10 facteurs dont la soustraction un par un bloque la fabrication de cellules qui sont capables de survivre indéfiniment, s'il émet les 10 d'un coup, il obtient ces colonies de cellules pluripotentes. On va voir qu'elles sont pluripotentes. Donc on a un système qui s'est simplifié, mais qui est encore relativement compliqué. Avec 10 facteurs, il peut reprogrammer les cellules à survivre indéfiniment et avoir des propriétés de cellules souches pluripotentes. Ça, je vais vous le montrer après. Donc ça, c'est une deuxième étape. Et à partir des 10, il a encore recommencé à enlever un par un, voir ce qui se passe. Et là, il s'est aperçu qu'il y en avait 4 qui étaient vraiment essentiels, dont les noms apparaissent ici, CEMIC, KLF4, SOX2, OCT3-4, qui sont des facteurs de transcription. Donc il y en a 4 qui sont rigoureusement indispensables. Si on enlève un des 4, il n'y a plus de colonies. Vous voyez que les colonnes noires, il y a pratiquement zéro ou peu. Pour CEMIC, il y en a un tout petit peu, les autres, il n'y a rien du tout. Alors que si on a enlevé le facteur 3, 4, 5, 11 ou 18, il y a encore des colonies. Donc il passe de 10 à 4. Et de fait, dans l'autre sens, maintenant s'il fait l'expérience, il ne fait plus le transfert que de ces 4 gènes qui codent pour OCT3-4, SOX2, CEMIC et KLF4, qui sont tous les 4 de facteurs qui régulent l'expression de gènes dans le génome. Il arrive à induire des colonies de cellules qui ont l'air de pousser indéfiniment et qui, si on les regarde au microscope, vous avez les colonies de cellules IPS ici, donnent des organoïdes, des corps embryоïdes, c'est que les cellules se rassemblent en une espèce de boule de cellules qui ressemblent un peu à ce qu'on peut voir dans un embryon, qui sont à peu près les mêmes images qu'on voit lorsqu'on cultive des cellules souches embryonnaires. Donc c'est un travail absolument titanesque qui lui a permis de montrer que on va voir effectivement que ces cellules ont bien les caractéristiques de cellules souches pluripotentes, mais qu'avec 4 facteurs de transcription, il obtient à peu près le même résultat, ou totalement le même résultat, qu'avec le cytoplasme d'un ovocyte. Donc c'est une simplification considérable, puisqu'on passe d'un ensemble complexe de molécules qui sont présentes dans le cytoplasme d'une cellule à uniquement 4 facteurs que l'on est capable de transférer et dont on est capable d'induire l'expression dans une cellule donnée. Donc ce qu'il a montré, c'est que ces cellules induites sous l'effet de l'expression de ces 4 gènes avaient toutes les propriétés de cellules souches embryonnaires pluripotentes. La morphologie, vous avez ici la comparaison au milieu de culture de ces cellules IPS, peu importe les numéros, comparées à des cellules souches embryonnaires. C'est ici chez la souris. Ça, ce sont des fibroblastes embryonnaires, qui sont complètement différents. Ça, c'est les cellules de base qui ont été transformées en celles-là par l'introduction des 4 gènes. Donc, même morphologie, même capacité de proliférer. Vous avez ici le nombre de cellules au cours du temps, en comparant des cellules souches embryonnaires en carré noir. Ça monte à toute vitesse. C'est une échelle logarithmique. Elles se divisent considérablement dans certaines conditions de culture dont je vous fais grâce, comparé aux IPS, qui sont les cercles blancs où ça monte exactement de la même façon. Et elles constituent ces cellules IPS, donc ces corps embryоïdes qui sont assez caractéristiques de cellules souches embryonnaires. Elles ont à peu près les mêmes marqueurs moléculaires. On peut regarder en détail, ici vous avez la comparaison
de différentes cellules IPS qui ont des numéros 3, 4, 10, peu importe. Et chaque ligne, c'est un gène différent. Et vous avez différentes cellules IPS comparées à ES, c'est les cellules souches embryonnaires, donc dérivées d'un embryon de souris. Et tout à droite, ce sont les cellules fibroblastiques qui ont été utilisées pour donner naissance aux IPS. Vous pouvez voir que si vous regardez la colonne de droite, il n'y a pas de trait blanc pratiquement, sauf pour ici, pour le dernier gène. Tout le reste est négatif, alors que dans les autres cellules, il y a beaucoup de blanc, ce qui veut dire que ces cellules sont très différentes en termes d'expression de gènes. Elles ne sont pas toutes absolument identiques, mais on retrouve des caractéristiques communes. Je ne vais pas entrer dans les détails. Donc un profil génétique qui est similaire, pas identique, ce qui pose question, entre les cellules IPS et les cellules ES. Vous voyez qu'il y a quand même des différences. Par exemple, ce gène-là, S4-1, il est fortement exprimé dans les cellules souches embryonnaires et on ne le retrouve pas dans les 3 lignées d'IPS ici. On peut regarder encore plus de détails. Chaque petit trait ici, rouge ou vert, montre l'expression d'un gène. Quand c'est rouge, c'est que le gène est exprimé. Vert, c'est qu'il est éteint. Il n'y a pas de gène exprimé. Donc ici, vous avez la comparaison tout en bas, cette ligne-là, excusez-moi, c'est une cellule souche embryonnaire, ES. Au-dessus, ce sont différentes lignées IPS. Ici, vous avez des fibroblastes embryonnaires, donc qui sont les cellules qui ont été l'objet de modification, mais sans modification. Donc vous pouvez voir, par exemple, si vous prenez la ligne MEF ici, et vous comparez juste en dessous, et dans cette région-là, par exemple, il y a plein de vert, alors que là, c'est très rouge. Vous voyez que ces cellules sont très différentes. Et si on compare les IPS aux ES, il y a beaucoup de similitudes, néanmoins, elles ne sont pas rigoureusement identiques. Il faut retenir ça. Ces différences sont peut-être importantes, peut-être pas, on va y revenir. Néanmoins, autre caractéristique qui montre que ces cellules IPS ont des propriétés qui sont voisines des cellules souches embryonnaires, c'est par exemple, elles sont capables de former des tumeurs. Je vous ai déjà dit tout à l'heure que si on injecte des cellules souches embryonnaires à un animal, il fait une tumeur qu'on appelle un tératome et qui contient différents types de tissus, parce que ces cellules se différencient de façon anarchique dans différents tissus. Vous avez ici du cartilage, ici du système nerveux, du muscle, ici, j'arrive pas à lire, des cellules adipeuses, les tissus adipeux, les grosses boules blanches, là c'est de la graisse. Vous avez ici un épithélium, je ne sais pas lequel, du muscle lisse, de la tubuline, donc des marqueurs du cytosquelette et d'autres cellules épithéliales, ou des cellules gliales du cerveau. Donc, toutes ces cellules proviennent de tumeurs donc multitissus qui ont été obtenues en injectant des IPS à des souris. Donc, la même chose, on l'observe si on injecte à des souris des cellules souches embryonnaires ou si on injecte des IPS. Donc les IPS ont la même caractéristique tumorigénique. Et plus important sur le plan physiologique, elles sont bien pluripotentes, car in vitro et in vivo, d'abord in vitro, excusez-moi, en mettant en présence de facteurs adéquats pour obtenir la différenciation en mésoderme, par exemple en tissu muscle lisse, en endoderme, ou en ectoderme, vous avez à chaque fois l'expression de marqueurs précis, vous avez 2 lignées de cellules IPS différentes ici. On obtient des cellules mésodermiques, donc de type muscle lisse. On obtient des cellules endodermiques qui expriment une protéine qui s'appelle l'alpha-fétoprotéine. On obtient des cellules ectodermiques qui expriment une certaine forme de tubuline. Donc ceci démontre, au moins in vitro, qu'effectivement ces IPS peuvent donner naissance à peu près à tous les tissus embryonnaires, même si vous n'en voyez que 3 types ici. Et même chose in vivo. Donc, ce qui est encore plus convaincant, c'est qu'on peut générer les 3 tissus embryonnaires in vivo à partir de micro-injections dans des blastocystes, donc d'embryons de souris. On peut générer du tissu ici gastro-intestinal, gonadique, mais pas les cellules germinales, du foie, du cœur. Tout ce qui est marron provient des cellules ES. Vous voyez des taches marron un peu partout, dans le système nerveux, dans la peau. Donc, effectivement, Yamanaka a été capable, par l'introduction de ces 4 facteurs génétiques, ces 4 facteurs de transcription qui contrôlent la transcription d'une série de gènes, de reproduire artificiellement des cellules souches pluripotentes qui ont les caractéristiques phénotypiques et fonctionnelles très proches de celles de cellules souches embryonnaires. Donc, ce qui est un résultat tout à fait époustouflant, puisqu'il montre que ce programme de reprogrammation dépend d'un tout petit nombre de facteurs. Et évidemment, en termes d'application, c'est potentiellement très intéressant, puisqu'on a la capacité illimitée de fabriquer, même si ce n'est pas simple,
à peu près tous les tissus que l'on veut au laboratoire. D'abord, ça a été fait chez la souris et on le fait maintenant aussi bien chez l'homme, avec les cellules humaines de la même façon. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire avec ces cellules iPS, qui ont donc les caractéristiques que je viens de vous indiquer? Donc, elles peuvent être générées chez tous les mammifères, et Yamanaka ainsi que Thomson ont montré en 2007 que cela était faisable on peut reprogrammer des cellules humaines en cellules iPS, en cellules donc souches induites pluripotentes. On a des outils de laboratoire fantastiques avant de penser à la thérapeutique, puisqu'on a la capacité au laboratoire, à partir de cellules souches, d'étudier leur différenciation dans tel ou tel tissu, de voir de quelle façon on peut moduler la différenciation de ces cellules, mettons dans un certain type de neurones ou certains types de cellules musculaires, qu'est-ce qui influence de façon positive ou négative ces phénomènes de différenciation. Donc quelque chose que l'on ne peut pas faire in vivo et certainement pas chez l'homme, bien évidemment, on peut le faire au laboratoire et moduler dans tous les sens que l'on veut un système de différenciation tissulaire, quel que soit le système auquel on est intéressé. Et puis, si on se rapproche de la médecine, on peut dériver des cellules iPS à partir de cellules de malades. Notamment, on peut penser aux maladies génétiques. Pensons par exemple à une maladie génétique qui provoque un désordre du développement du cerveau. On conçoit qu'il est très difficile d'aller étudier directement les cellules du cerveau d'un enfant qui a une telle maladie génétique, mais on va pouvoir prélever quelques globules blancs de cet enfant, ça c'est banal, ou quelques fibroblastes d'une biopsie de peau, ce qui est banal aussi, de transformer ces cellules en IPS, et ensuite les cellules IPS de cet enfant, atteintes d'une maladie génétique donnée, de les différencier en neurones, et de regarder ce qui se passe, qu'est-ce qui est anormal. Donc on a un modèle pathologique qui permet d'étudier les phénomènes liés à une maladie donnée, maladie génétique en particulier. C'est particulièrement intéressant pour le système nerveux parce qu'on est incapable de l'étudier bien naturellement, mais aussi pour d'autres tissus. Donc c'est un outil fantastique de connaissance des maladies. Et c'est un modèle aussi d'étude pharmacologique. Donc on n'est pas encore dans la thérapeutique avec des malades, mais puisque vous avez des cellules pathologiques au laboratoire, vous pouvez donc générer des neurones, des cellules musculaires, des cellules de la peau, etc., en fonction des pathologies d'intérêt. Vous pouvez faire agir des agents chimiques ou de toute autre nature sur ces cellules et voir dans quelle mesure ces agents modifient les propriétés des cellules du malade, et donc faire des tests pharmacologiques, des tests d'efficacité, de toxicité de telle ou telle substance. Donc c'est très intéressant dans des étapes précliniques pour tester de nouveaux médicaments, par exemple. Donc ça, c'est rien. S'il n'y avait que ça serait déjà magnifique. Donc maintenant, la question suivante, c'est est-ce qu'on peut envisager d'utiliser directement ces cellules en thérapeutique, en médecine régénératrice, pour générer des tissus, du cerveau, du muscle, de l'os, de la peau, du cœur, du pancréas, tout ce que vous voulez, pour traiter des maladies. A priori, ce serait évidemment, c'est une hypothèse très séduisante, puisqu'on peut envisager de fabriquer à façon les cellules que l'on souhaite, à partir du patrimoine, des cellules qui portent le patrimoine génétique de l'individu malade, donc sans conflit immunologique, contrairement aux cellules souches embryonnaires. Mais il y a des mais. Il y en a 4 qui posent des problèmes de nature diverse. Est-ce que leur reprogrammation par ces 4 facteurs est d'une qualité telle que la cellule qui va être ainsi générée aura les propriétés biologiques que l'on attend, mettons, des cellules qui produisent l'insuline? Est-ce que ces cellules se comporteront une fois qu'on les aura greffées au malade, qui a un diabète, mettons, si on génère des cellules pancréatiques, les îlots de Langerhans qui fabriquent l'insuline, est-ce qu'elles vont fabriquer l'insuline exactement comme on l'attend, avec la même régulation physiologique qui est normalement ce qui se passe in vivo? C'est très difficile à savoir, tant qu'on ne l'a pas fait chez l'homme, on peut le tester dans des modèles animaux, mais on n'est pas complètement sûr que cette reprogrammation est parfaite. Je vous ai déjà montré, je vais encore vous le montrer dans un instant, que si on regarde le profil d'expression des gènes, il est proche de celui de cellules souches embryonnaires, dans les cellules IPS, mais pas identique. Donc il reste des différences. Est-ce que ces différences sont importantes? Est-ce qu'elles vont avoir des conséquences dans le comportement biologique de ces cellules lorsqu'elles auront été greffées? Ou est-ce qu'elles n'ont aucune importance? Très difficile de répondre à ces questions. Ça, c'est le premier point. C'est un point assez lourd et qui demande beaucoup de travail, non résolu donc à ce jour. Deuxième question, on a inséré 4 facteurs par thérapie génique. Est-ce que le fait d'avoir les gènes qui codent pour ces 4 facteurs dans le génome, introduits dans le génome des cellules, ne va pas modifier le génome de ces cellules, entraîner des conséquences fâcheuses?
Alors ça, on a probablement la réponse à cette question, parce qu'on peut se débrouiller pour avoir il y a des systèmes qui permettent d'avoir une expression transitoire de ces facteurs, et les éliminer. Je ne vais pas entrer dans les détails. Donc cette question, on peut considérer qu'elle est à peu près résolue. Après, il y a les deux dernières questions, qui sont des questions qui ne sont pas spécifiques aux cellules IPS, c'est des questions déjà évoquées avec les cellules embryonnaires, souches embryonnaires, qui sont le risque tératogène. C'est-à-dire que si on ne différencie pas toutes les cellules, si on laisse dans les cellules qu'on va injecter au malade des cellules immatures, il y a un risque de cancer. Donc il faut être sûr d'être efficace à peu près dans 100% des cellules. Donc il faut des systèmes très performants, très robustes, et il faut être vraiment solide. Quatrième point, toute cette phase prend du temps pour passer d'une cellule, la cellule initiale mature, la reprogrammer en cellule IPS, puis ensuite la cellule IPS, on en verra des exemples probablement plus la prochaine fois qu'aujourd'hui, en cellules différenciées, en neurones, en cellules musculaires, en cellules du pancréas, ça va prendre des semaines et des semaines de culture des cellules. Pendant ces semaines de culture, les cellules peuvent se modifier. On sait que les cellules mutent, et donc il peut y avoir génération d'anomalies du génome secondaires qui vont rendre ces cellules, enfin, qui vont donner à ces cellules des propriétés non voulues, soit les rendre inefficaces, donc on perd la capacité thérapeutique de ces cellules, soit leur conférer un avantage de prolifération qui éventuellement pourrait conduire jusqu'à un cancer. Donc est-ce qu'on est capable de contrôler globalement ces cellules en termes d'éventuelles modifications génomiques in vitro dans la phase de culture cellulaire, de telle manière qu'on ne prenne pas de risques? Ce n'est pas une affaire simple, et ça, ce n'est pas non plus complètement maîtrisé. Donc, le fait que sur 3 des 4 questions indiquées ici, on n'ait pas aujourd'hui les réponses complètes, explique qu'à ce jour, de façon sérieuse, on n'ait pas encore utilisé ces cellules en thérapeutique, même si elles restent naturellement une voie de recherche tout à fait intéressante. À ce stade, je vais avoir le temps encore de discuter 2-3 points, en particulier si on vient aux questions. Première question, est-ce que la reprogrammation est parfaite? Elle ne sera jamais parfaite, mais est-ce qu'elle est suffisamment bonne pour considérer que les cellules ainsi reprogrammées partagent correctement les propriétés des cellules, de cellules souches embryonnaires, entre guillemets, physiologiques? Donc on peut étudier ça en détail. Je vais vous montrer un exemple d'étude assez raffinée, ou dans un travail qui a été publié l'année dernière, en 2014, dans Nature. Vous voyez le titre, qui n'est pas très encourageant, mais la question de savoir si ceci est important ou pas. Abnormalities in human pluripotent cells due to reprogramming mechanisms. Donc ces chercheurs, ils ont programmé des cellules humaines en cellules IPS et ils les ont comparées avec d'autres types de cellules souches, on va voir ça dans un instant, et ils trouvent des anomalies. C'est-à-dire qu'ils trouvent des patterns, en français, des profils d'expression de gènes qui ne sont pas les mêmes strictement que dans les cellules souches embryonnaires humaines ou d'autres types de cellules souches pluripotentes, et ils se posent des questions, ils nous posent des questions. Est-ce que ces anomalies sont telles qu'il faille craindre que si ces cellules, on devait les utiliser en thérapeutique, cela soit fâcheux, soit inefficace, soit toxique? Et on n'a pas la réponse à ces questions aujourd'hui. Donc ce qu'ont fait ces chercheurs, schématiquement, ils ont comparé les profils d'expression de gènes de 3 types de cellules souches, des IPS, donc ce qu'on vient de voir, des cellules embryonnaires générées par transfert de noyaux, ce qui est l'étape d'avant, ce qui a été fait 10 ans avant, qui génère aussi donc, des cellules capables de donner naissance à tous les tissus, ou des cellules souches dérivées de fécondation in vitro, donc à partir de fécondation par un spermatozoïde d'un ovocyte. Donc ça, ici, on a une cellule. On peut considérer que ce système est le plus proche possible de la physiologie, même si la fécondation est in vitro, c'est très proche de ce qui se passe in vivo. On compare donc les propriétés biologiques, stricto sensu, les profils d'expression de gènes de 3 catégories de cellules souches embryonnaires. Donc celle-là, a priori, étant la plus physiologique, la cellule souche issue d'une fécondation in vitro, en anglais IVF, une cellule souche issue d'un transfert nucléaire et une cellule souche issue d'un IPS. Donc en théorie, si ces cellules ont été reprogrammées de la même façon, elles devraient grosso modo avoir les mêmes profils d'expression de gènes. C'est logique. Qu'est-ce qu'on observe? Ceci. D'abord, on va regarder le gros cercle bleu. Le gros cercle bleu est un résultat attendu. Si on compare les différences d'expression de gènes entre les cellules initiales, les fibroblastes, en anglais ici, HDF, contre les cellules souches issues d'une fécondation in vitro, vous voyez qu'il y a des différences d'expression de gènes pour 5820.
sur 23 000 à peu près dans le génome. Donc il y a 5820 gènes qui sont soit surexprimés, soit sous-exprimés de façon très significative entre un fibroblaste et une cellule souche dérivée d'un embryon obtenu par fécondation in vitro. Ça correspond par définition à la différence entre ce qui se passe dans une cellule souche, celle-ci, et la cellule mature. Mais, donc ça, c'est attendu. Maintenant, il faut comparer ça avec ce qui est obtenu lorsqu'on compare les différences éventuelles d'expression de gènes, à gauche ici, entre une cellule souche obtenue par transfert de noyau, nucléaire transfert, NT en anglais. Donc on compare à la cellule souche générée par fécondation in vitro. Vous voyez qu'il y a très peu de différence. Donc ces cellules sont très très proches. 48 gènes seulement diffèrent significativement dans leur profil d'expression. Et 36 d'entre eux, c'est le petit cercle ici, 36 des 48, sont des gènes qui sont partagés en termes de différence d'expression avec les fibroblastes. Donc comme s'ils étaient restés de profil mature, entre guillemets. Okay. Donc, mais là, on peut considérer, encore que c'est quand même une petite différence, mais 48 gènes, c'est très très peu, dont les profils d'expression diffèrent, donc qui suggèrent que les cellules souches embryonnaires dérivées de transfert nucléaire sont très proches de cellules souches embryonnaires physiologiques. Quid des cellules IPS? Vous voyez que c'est un peu plus... Le résultat est moins bon, puisqu'il y a au total 629 gènes dont le profil d'expression diffère en comparaison à des cellules souches dérivées d'une fécondation in vitro. Bon, ce n'est pas 5800, mais c'est quand même 629. Et parmi ces 629, il y en a 203, c'est l'intersection entre ce cercle-là et le grand, qui sont des gènes dont le profil d'expression dans la cellule IPS est plus proche de celle d'un fibroblaste mature que d'une cellule souche obtenue d'une fécondation in vitro. Donc toute la question qui est posée, et ça c'est très difficile d'y répondre, si on prend, est-ce que c'est le profil d'expression de ces 203 gènes, donc qui est plus proche d'une cellule mature qu'immature, comporte un risque que ces cellules IPS, qui ont été générées ainsi, vont se comporter différemment d'une cellule souche physiologique et vont donner naissance à des cellules aberrantes, soit qui n'auront pas les propriétés attendues, soit qui sont dangereuses. Et la réponse à cette question, c'est qu'on ne sait pas aujourd'hui, et probablement que cette question, elle doit être étudiée au cas par cas, en fonction du type de cellules générées, des conditions de culture, etc. Mais ça reste une incertitude importante qui nécessite des travaux assez lourds de modalités de comportement des cellules différenciées générées à partir d'IPS, comparées à des cellules différenciées générées à partir de cellules embryonnaires, entre guillemets, physiologiques. Donc je vais passer ça parce que c'est une étude détaillée justement de ces gènes, et je vais passer ça aussi. Et pour vous dire que la prochaine fois, parce qu'il va être l'heure, ce qu'on va faire, je vais vous montrer, avec les réserves que je viens d'évoquer, les approches expérimentales dans quelques domaines qui sont ici, qui sont actuellement testées au laboratoire, non pas chez l'homme, mais au laboratoire dans des buts d'application médicale. On peut les énumérer aujourd'hui, on y reviendra avec quelques exemples ensuite. Les travaux actuellement sont menés pour générer des cellules du pancréas qui fabriquent de l'insuline pour traiter les diabétiques, donc à partir de cellules souches pluripotentes. Fabriquer des cellules du foie pour traiter des maladies métaboliques génétiques ou des cirrhoses, les maladies où le foie ne fonctionne plus. Des maladies du système nerveux central, maladies neurodégénératives, Alzheimer, Parkinson en particulier, ou des maladies graves liées à des accidents vasculaires cérébraux, donc une partie du cerveau n'est plus irriguée, donc ne fonctionne plus. Certaines maladies de l'œil, les dégénérescences maculaires, qui sont des maladies extrêmement fréquentes chez les personnes âgées, et aussi des maladies génétiques de la rétine, des maladies génétiques du muscle, et des maladies du cœur, des insuffisances cardiaques générées par l'infarctus. Donc des domaines de la médecine énormes. Comme vous pouvez le voir ici, on a les maladies neurodégénératives, les accidents vasculaires cérébraux et les insuffisances cardiaques par infarctus du myocarde, c'est la médecine la plus courante qui soit. Est-ce qu'on est capable, vous voyez que l'enjeu est médicalement très fort, de générer dans des conditions efficaces et sûres des cellules du cœur, du muscle, du système nerveux central pour traiter des malades à partir de leurs propres cellules IPS? C'est la question posée aujourd'hui. On verra des modèles expérimentaux, ce qui a été obtenu aujourd'hui, on verra les limites des résultats acquis, en sachant, et je vais m'arrêter là, que la cellule que l'on cherche à obtenir, elle doit avoir toutes ses propriétés. Et ces propriétés sont exigeantes. Donc elles doivent être équivalentes aux cellules souches physiologiques, c'est ce que j'ai discuté tout à l'heure.
donc le plus proche possible en termes de profil d'expression de gènes et de toutes sortes de caractéristiques biologiques. Et on a vu qu'il y a des différences, mais on ne sait pas si ces différences auront ou n'auront pas un retentissement significatif sur leur fonctionnement. Il faut que le génome soit stable, donc il ne mute pas, qu'il n'y ait pas des mutations qui soient acquises pendant les cultures cellulaires. Il faut qu'il y ait une stabilité du phénotype, c'est-à-dire que les caractéristiques des cellules ne se modifient pas pendant les cultures cellulaires. Il faut donc obtenir, je l'ai déjà évoqué, un tissu totalement différencié qui ne persiste pas de cellules immatures pour ne pas avoir de cancer. Il faut que les cellules aient une certaine durée de vie, parce qu'évidemment, une fois qu'elles ont été injectées aux malades, si elles disparaissent au bout de 2 ou 3 jours, in vivo, il est certain que l'efficacité médicale va être extrêmement limitée. Et évidemment, donc, il ne faut pas qu'il y ait de tumeur. Donc ça fait beaucoup de conditions à réunir qui ne sont pas si simples à obtenir de façon fiable. Donc on verra la prochaine fois ces 5 exemples. L'exemple chez la souris du traitement de la drépanocytose, une maladie de l'hémoglobine. Je vous montrerai, évidemment, c'est expérimental chez l'animal, le traitement d'une maladie génétique de la peau qui s'appelle l'épidermolyse bulleuse. Je vous montrerai la génération de certains types de cellules du cerveau et le traitement chez la souris d'une maladie héréditaire démyélinisante. Il y a une perte de la myéline du système nerveux. Je vous montrerai des résultats chez le singe, donc ce qui se rapproche un peu plus de l'homme, où la génération de neurones et le traitement d'une maladie de Parkinson chez le singe, et la génération de cellules bêta du pancréas, avec des cellules humaines in vitro et réimplantées dans des souris pour traiter le diabète. Donc on verra ce qui a été obtenu et les limites de ce qui a été obtenu dans ces 5 modèles. Et après, on discutera des approches fondées sur la dédifférenciation et la transdifférenciation de cellules dont je vous ai parlé au préalable. Voilà pour aujourd'hui, et je peux répondre à vos questions si vous voulez.